Hello, coucou la Miam Miam Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours sur les fausses couches. Donc merci à vous qui avez suivi la première partie, et si vous n'avez pas encore suivi cette partie-là, je vous la laisse en barre d'informations en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on a abordé voilà, les causes variées. Bon, on a plus parlé des causes liées peut-être aux fausses couches précoces, celles qui arrivent dans le premier trimestre, des causes potentielles, hein, parce qu'il peut y avoir énormément de causes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des causes, voilà, pour généralement la fausse couche qui débarque quand une grossesse est déjà avancée, type dans le deuxième trimestre ou le troisième trimestre, qui peuvent être liées à beaucoup d'autres choses. Je pourrais revenir dessus si vous voulez. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se concentre sur la partie du deuil, parce qu'il est important de pouvoir faire son deuil. À mon sens, réellement, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire pour ensuite aller de l'avant, vous voyez. En fait, le deuil, tant que vous ne l'avez pas fait, il vous sera difficile de vous projeter. Et pour avoir parlé avec plusieurs femmes, échangé et tout dans des situations comme ça, certaines vous disent, hein, même des couples, vous disent que voilà, pour aller de l'avant après la perte d'un bébé, eux, ils préfèrent se remettre rapidement à la recherche d'un autre bébé, concevoir un autre bébé et aller de l'avant. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire, parce qu'en fait, un bébé n'en remplace pas un autre. Une grossesse n'en remplacera jamais une autre. Croyez-moi, même si là, ok, vous lancez directement à la recherche d'un autre enfant, vous concevez cet autre enfant, il naît et tout ça, sur le coup, vous avez l'impression que ça vous a consolé, n'est-ce pas, de votre perte. Mais dans cette logique, ce serait comme penser qu'un enfant remplace un autre. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Peut-être que j'utilise des termes pas très adaptés, et vraiment, je vous demande réellement de vous focaliser sur vraiment le plus important, ce que j'essaye de dire. Voilà. Il est important, à mon sens, hein, de vraiment faire le deuil. Et ne vous dites pas, c'était qu'une grossesse de quelques semaines, non, c'est pas important, je vais passer à autre chose. Non. Faites vraiment votre deuil, et c'est vous qui choisissez comment faire votre deuil. S'il vous faut du temps pour pleurer, pour vous parler à vous-même, faites-le. S'il vous faut voir un professionnel avec qui échanger, discuter de ce qui s'est passé et tout, et dire comment vous vous sentez. En fait, parlez de comment vous vous sentiez par rapport à l'arrivée de cet enfant. Vous aviez sûrement des projets, vous aviez sûrement imaginé un avenir avec cet enfant. Vous aviez même sûrement déjà pensé à un an. Vous voyez, essayez de repenser à tout ça. Et si possible, même de parler à cet enfant qui est parti. Parce que ça reste une âme qui est partie. C'est une âme qui est partie, que ce soit à 1 semaine de grossesse, ou à 10 semaines de grossesse, ou à 30 semaines de grossesse. C'est une âme. Ok? C'est la vie. Il est important que vous sachiez vraiment, que vous vous accordiez le droit d'être vulnérable. Voilà. Accordez-vous le droit d'être vulnérable. Ça voudra dire prendre le temps de guérir, admettre que ça, c'est quelque chose de traumatique qui vous a marqué, qui a laissé une empreinte en vous, même si vous avez l'impression à l'instant T que vous pouvez facilement rebondir en concevant un autre bébé, en allant de l'avant, en vous bourrant de travail, d'activités et tout. Non, il est important d'en parler. Et chacun a sa façon de faire le deuil, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui vous diront qu'elles font leur deuil en se vidant complètement, en pleurant, en criant et tout ça toute seule. Il y a des personnes qui vous diront qu'elles ont besoin d'écrire. D'écrire. Vraiment de se vider de leurs émotions en écrivant. Après, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de cet écrit. Est-ce que vous voulez le jeter à la mer? Est-ce que vous voulez brûler? Est-ce que vous voulez juste... allez, je sais que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait fait une fois, elle avait écrit, et à un moment, elle est allée, je sais pas, je crois, dans une forêt ou un truc. Elle a vraiment parlé à son bébé qu'elle avait perdu, et elle a découpé, je crois, la feuille sur laquelle elle avait écrit,
et elle a laissé s'envoler tout ça comme ça. Excusez-moi, je suis avec ça parce que j'étais sortie, il fait super froid dehors en ce moment et je suis revenue, j'ai oublié d'enlever, donc désolée. Et quelque part, je fais bien de ne pas enlever parce que on va voir tout ça. Donc ça dépend de vous en fait. Il y en a qui vous disent, voilà, vous aurez peut-être besoin d'appeler une amie, des personnes proches et tout, pour en parler et se confier et dire voilà, il y a eu ça, je me suis sentie comme ceci, je me pose la question pourquoi cela. En fait, videz-vous. Si vous avez même besoin d'être accompagné par un professionnel, un psychologue, faites-le. En fait, le deuil, chacune a sa façon de faire son deuil. Mais il est important de le faire. S'il vous plaît, n'avancez pas sans vous autoriser à être vulnérable. Parce que je crois qu'il y a aussi des fois la peur de faire face à sa vulnérabilité, de se dire non mais je ne vais pas mettre à pleurer, je veux aller de l'avant, je suis plus forte que ça. Vous savez le danger si vous ne prenez pas le temps de faire votre deuil, le danger très souvent c'est que en fait tout ça va vous rattraper à un moment. Ça fait comme une sorte d'effet, je ne sais pas si ça se dit en effet, vous savez un effet boomerang, où tout va vous revenir en force. Ça pourrait arriver pendant votre grossesse ou même quand vous aurez déjà eu tous vos enfants et tout. Vous allez vous en rendre compte qu'à un moment, vous repensez à ce qui s'est passé. Ou alors, des fois, vous vous projetez en vous disant, oui, cet enfant aurait eu tel âge en ce moment, ça aurait pu être comme ceci. En fait, il va forcément arriver un moment où il vous faudra faire tout un travail autour de cet événement traumatique. Voilà. Et il est important que vous le fassiez pour aller de l'avant. Comme je vous anticipais dans l'autre vidéo, je sais que dans certaines cultures et tout, on vous dit plus non, il ne faut pas en parler, c'est passé, c'était qu'une grossesse, peut-être que Dieu n'en voulait pas, peut-être que le ciel n'en voulait pas, peut-être que c'était fait comme ça. Ok, mais ça reste un événement traumatisant. Et vous ne pouvez pas le balayer du revers de la main. Vous savez, il y a des sortes... Vous savez, c'est comme quand vous touchez à quelque chose, vous laissez votre empreinte. Mais même les événements qui nous arrivent laissent une empreinte. En nous, on laisse une empreinte dans notre vie. Et croyez-moi, si vous ne travaillez pas dessus, vous allez devoir faire face, d'une façon ou d'une autre, à un moment dans votre vie. Et donc, il est important, de toutes les façons, d'y faire face quand vous pouvez. Décider d'affronter cet événement, décider d'affronter cette douleur et de guérir. C'est important. Maintenant, si vous avez vécu des choses comme ça, dites-moi comment vous avez affronté tout cela, comment ça s'est passé pour vous, et est-ce que vous êtes autorisé vraiment à être vulnérable. Parce que c'est ça, en fait, il faut pouvoir, à mon sens, embrasser sa vulnérabilité. C'est une amie qui m'a dit une fois, j'ai dit non mais, tu sais en ce moment je suis pas vulnérable, je crois pas sur le bon moment. Elle m'a dit en fait, il y a de la beauté dans la vulnérabilité. C'est pas pour dire que c'est bien d'être vulnérable, non. C'est qu'il faut s'autoriser à être vulnérable parce que ça nous permet de voir vraiment qui on est, ce que ça a laissé comme empreinte en nous et même de pouvoir avoir du soutien autour de nous, de s'accorder cela. Il faut faire face à sa vulnérabilité. Ça nous fait peur des fois, mais il le faut. Donc, moi, c'est vraiment mon avis à ce niveau. Donc, vous dites-moi comment est-ce que ça s'est géré psychologiquement. Moi, je sais que ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Ça peut vous poursuivre sur des années. Et ça peut même revenir plus tard, mais revenir vraiment de façon boum, 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 où tout ça, tous les souvenirs vous reviennent, vous revivez des choses. Et vous dites, pourquoi j'ai perdu ce bébé? Il aurait eu tel âge en ce moment, et tout, et tout. Ou bien vous voyez d'autres femmes enceintes et vous vous projetez dans votre douleur, en fait. Or, si vous prenez le temps de travailler sur vous, vous allez traverser tout ça d'une autre façon. Et croyez-moi, comme je vous disais, même si vous réussissez à avoir un bébé juste après, une grossesse ne remplace pas une autre. Un bébé ne remplace pas un autre. Donc, accordez-vous du temps pour travailler sur ce qui vous est arrivé. Ok? Autre chose aussi dont je voulais parler. Bon, c'est la partie où je ne suis pas revenue sur... les potentielles causes pour quand vous perdez votre grossesse, plutôt qu'en tout début, mais peut-être au milieu ou vers la fin, parce que vous savez qu'il y a des femmes qui font des fausses couches tardives, dans le 2e trimestre, dans le 3e trimestre. Ça peut être des fois, vous avez un problème avec le cordon ombilical, voilà.
des fois la liaison ne se fait plus, le bébé n'est plus assez oxygéné parce que peut-être vous souffrez, vous faites une prééclampsie. La prééclampsie, elle pourra, au-delà de vous provoquer une hypertension artérielle très élevée, vous pourrez développer, vous savez, des protéines dans les urines. Les protéines dans les urines, en plus des protéines dans les urines, beaucoup de choses deviennent toxiques en vous, vos reins ne filtrent plus, votre foie ne fait plus bien son travail. Et des fois même, le cordon ombilical qui est supposé oxygéner le bébé, nourrir le bébé et tout, ne fait plus passer tout ce qui devait passer comme oxygène, nourriture, nutriments et tout. Et là, quand dans des cas comme ça, le bébé cesse peut-être de se développer, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit dans le cas d'une prééclampsie, le seul médicament, c'est de faire accoucher la maman. Ok? Sauf que vous pouvez avoir, comme ça a été mon cas quelquefois, de développer une prééclampsie à une étape très précoce de la grossesse, peut-être à 15 semaines, à 20 semaines. Si on fait naître un bébé à 15 semaines, il n'est pas viable en fait. Par contre, si ça vous arrive à partir de 6-7 mois, on sait que voilà, même avec les risques et tout, l'enfant est viable. On peut rapidement le faire naître, comme ça a été le cas pour ma fille. On a dû m'opérer rapidement parce qu'elle ne réagissait plus, alors que les médecins avaient pris du temps de me garder environ 2 mois à l'hôpital. Quand ils ont vu que la prééclampsie était juste incontrôlable et tout, ils se sont dit, bon, là, nous, on te garde à l'hôpital pendant 2 mois. Et en fait, en fait, le temps qu'on gagnait, c'était se dire, une journée de gagner, c'est quelques grammes en plus pour le bébé et c'est la maturité pulmonaire. Parce que vous le savez sûrement, un bébé qui naît trop tôt peut aussi avoir des problèmes, vous savez, les poumons qui ne font pas le mouvement de respiration. Il y a la maturité des poumons, il y a la maturité du cerveau, il y a ceci, il y a cela. Donc, selon les grades de prématurité, ça peut être vraiment que même si l'enfant survit, ça lui laisse vraiment des séquelles graves et tout. Et eux, ils avaient essayé de gagner en temps. Malheureusement, les 2 mois, je ne les ai pas tenus parce que j'étais sous monitoring et tout à l'hôpital. C'était vraiment... J'étais à l'hôpital comme ça pendant toutes ces semaines-là. Et il s'est juste passé qu'à un moment, au monitoring, ma fille ne réagissait plus. Et donc, ils ont été obligés rapidement de m'opérer. On n'a même pas eu le temps de laisser mon mari arriver parce que il était arrivé. Je crois qu'il était chercher des trucs à la maison. C'était à 5 h du matin. Hein. Et on l'a appelé rapidement pour lui dire, là, c'est mauvais et tout. Il faut vous appliquer parce qu'on va l'opérer rapidement. Et malheureusement, ma fille, elle est née en état de mort. Elle a dû être réanimée. On ne savait même pas comment ça se serait passé pour après. Et après, elle a développé une hémorragie cérébrale. Donc, même eux ne sauraient pas nous dire comment ça aurait progressé. Est-ce qu'elle aurait été normale plus tard? Est-ce qu'elle aurait développé d'autres problèmes et tout? Mais elle a été prise en charge très rapidement et tout. On fait de l'intubation rapidement. Et moi, j'ai fait une hémorragie, voilà. Parce que vous savez, avec l'hypertension et tout ça, la prééclampsie, après vous avez les vases sanguins qui peuvent commencer à péter, à éclater. Donc, voilà, ça a été des histoires de coma, de ceci, de cela. Donc, c'était assez compliqué. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, vraiment, je remercie le ciel. La petite puce, elle va bien, elle va très bien. On a vraiment eu la grâce de sortir de cette prématurité. Oui, il y a eu beaucoup de suivi, elle a été très suivie pendant longtemps, elle prenait pas du tout de poids, voilà et tout, donc c'était un bébé assez chétif et tout. Beaucoup de mes amis en rigolent souvent parce que dans la photo, vous savez la photo que son papa a fait quand ils ont pu la réanimer et que le lendemain, ça semblait être un peu stable et tout, ils ont... En fait, mon mari a essayé voilà, de mettre sa main près de la couveuse. Et la petite, en fait, la main de mon mari était plus grande que le corps entier du bébé. Donc, c'est des choses qui vous marquent. Dans notre cas particulièrement, j'avoue qu'on a vraiment eu... je remercie la vie, je remercie le ciel, je remercie... je pense que c'est une grâce parce que tel que c'était parti, on ne savait pas comment la petite s'en serait sortie. Et elle s'en est plutôt très bien sortie aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus d'hémorragie cérébrale. C'est vrai qu'elle a été suivie pendant très longtemps. Elle était en deçà de la courbe de croissance des enfants de son âge. Et puis finalement, un beau matin, voilà. Je crois l'année dernière, hein, quand elle a eu ses 5 ans et tout, elle a commencé à rentrer dans la courbe, mais elle était encore vraiment, je crois, au 2e percentile et tout.
Et là, il y a quelques mois, on nous a dit qu'elle était en pile au milieu de la courbe, donc elle a rattrapé son retard de croissance. Mais au niveau, voilà, de la motricité, du développement cérébral et tout s'est très bien fait. Elle a tout rattrapé et tout va bien. Mais ce n'est pas le cas de tous les bébés. C'est pour ça que vous devez prendre vraiment au sérieux. Voilà, imaginez que vous perdez un bébé et vous retombez directement enceinte sans essayer, comme je vous disais dans l'autre vidéo, d'approfondir pour savoir exactement pourquoi la fausse couche a eu lieu et tout. Et peut-être qu'il y avait un problème très grave. Or, vous, en temps, vous êtes retombé enceinte sans permettre aux analyses d'être faites, sans permettre de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et rebelote, vous tombez dans ce problème. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Moi, après, j'ai eu une autre grossesse où j'ai eu une prééclampsie en tout début de grossesse. Genre, je devais être à 8 semaines de grossesse. 8 semaines d'aménorrhée, je crois. 8 SA. Et j'ai recommencé à faire de la prééclampsie parce qu'on a analysé mes urines. Il y avait des protéines dans les urines. Ma tension remontait. Je recommençais je faisais des œdèmes, mais des œdèmes généralisés. J'avais des pieds comme ça, comme des éléphants. Hein, voilà. Et tout. Et le médecin m'a dit, ouh là là, ça c'est mauvais parce qu'on n'est même pas sûr que vous allez pouvoir progresser si ça commence à 8 semaines. C'est trop tôt. Et imaginez, heureusement qu'on connaissait déjà mon passif. Et du coup, il a su quelle prise en charge il fallait faire rapidement, ce qu'il fallait mettre en place et tout. Réellement, faites attention. Et en plus, je vous ai dit, non seulement j'ai fait du coma pour ma fille, quand j'ai pu la voir, j'étais émue, j'étais affaiblie aussi. J'avais même peur du bébé parce que elle était pas encore faite. Vous voyez, il n'y avait pas encore, comment vous appelez, les sourcils, les paupières, tout ça, il n'y avait pas encore. Et vous aviez encore des sortes d'écailles de poisson sur elle. Et vous voyez des veines, vous voyez tout son système veineux qui était... Tout se voyait. Et elle n'avait pas encore de réflexes. Et tout. Bon, de toute façon, elle est restée pendant longtemps avec ils avaient mis des tuyaux, des trucs et tout. Donc, on ne la voyait pas. Pour le peu qu'on pouvait voir, elle était toute merde comme ça. Mais même une poupée était plus grande qu'elle, en fait. Donc... Et moi, après, malgré voilà, l'hémorragie que j'ai faite et tout ça... J'ai fait ma césarienne en plus, mon ventre s'est refermé peut-être 7 mois plus tard parce que j'ai développé un hématome. Donc il a fallu réouvrir. Et ça, c'est des conséquences. Donc ne vous engagez pas sur une autre grossesse sans comprendre pourquoi vous avez perdu la première. Ok? De deux, prenez le temps de faire votre deuil. C'est important. Prenez le temps de faire votre deuil. Parce que, croyez-moi, psychologiquement, vous aurez l'impression que ça va, parce que vous êtes relancé à la recherche de votre bébé, vous pensez que vous pouvez surpasser tout ça, vous allez vous bourrer de travail, vous occuper, voir des amis, et vous dites, je ne veux plus y penser. Et même dans certaines cultures, on va vous dire, il ne faut pas trop en parler, voilà, c'était qu'une fausse couche, ça va. Et tout. Non, il faut trouver le moyen de travailler dessus, et c'est vous qui savez la méthode qui va marcher avec vous. Trouvez le moyen de travailler dessus. S'il faut parler, s'il faut pleurer. S'il faut voyager, prendre du temps pour vous. Voyager, prenez du temps pour vous. Mais vraiment, travailler sur l'événement traumatique que vous avez vécu. C'est important, ok? C'est vraiment l'objet de cette vidéo. Finalement, elle est très longue, elle est 18 minutes et poussière. Bon, je ne sais pas si j'ai passé le temps à regarder comme ça ou comme ça. Ces derniers temps, je filme avec mon téléphone, donc... je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Bon, là, je vais me changer parce que j'étais dehors et il faut que je me change. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Il faut en profiter pour regarder sur la chaîne les podcasts que j'ai fait avec mon mari, ceux que j'ai fait aussi toute seule sur notre parcours, notre combat pour devenir parent. On a vraiment dit beaucoup de choses qui pourraient vous aider si vous êtes dans une situation similaire et partagez avec nous en commentaire voilà, votre vécu, si vous avez des questions ou des conseils que vous pouvez proposer en plus de tout ce que je viens de dire, dites-le en bas en commentaire, ça pourrait aider d'autres femmes. Et voilà, donc je crois que je vais vous faire un résumé d'une toute dernière partie, je vais vous faire peut-être demain. Et puis après, on va terminer avec cette série et je vais engager la série de la prématurité parce que pour le coup, beaucoup de personnes me l'ont demandé sur la chaîne depuis l'année dernière. J'ai pas juste eu le temps de le faire. Allez, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous et sachez que voilà,
vous allez y arriver.